Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir chers amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité du jour, l'actualité internationale du jour, c'est la hausse du prix du pétrole avec les premières répercussions à la pompe, comme on dit. Le gazole a augmenté de 25 centimes au litre. Ce qui est mis dans l'essence ne sera pas mis dans autre chose dans l'économie. C'est dommage, on en profitera moins, c'est tout. On fera d'autres choses qui coûteront moins cher et qui des fois coûtent rien, parfois les promenades, des choses comme ça, voilà. Pourquoi l'Organisation des pays producteurs de pétrole refuse donc-t-elle de produire plus afin de répondre à la soif gloutonne des économies en redémarrage? Ces prix vont-ils peser sur la reprise? Est-ce le moment d'investir plus encore dans les énergies décarbonées? Nous débattrons de ces questions. Nous retrouverons aussi à la fin de l'émission messieurs Mauduit et Saltiel pour leur point de vue décalé sur l'histoire et l'actualité. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir les Adonis. Quel est votre programme ce soir? Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans un pays déjà fragilisé. C'est un véritable chaos. Retour en 1848 quand le président d'Haïti disparaît pendant son mandat. Eh bien, là aussi, il y a des conséquences, mais étonnantes, jusqu'en France. Et vous, François? Eh bien, ce soir, on part en Belgique pour une initiative artistique qui pointe du doigt les députés qui passent plus de temps à consulter leur téléphone portable qu'à écouter les séances parlementaires. Seulement en Belgique, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, évidemment. Bien sûr. À tout à l'heure, les amis, car tout d'abord, nous recevons deux artificiers de notre belle langue. La plasticienne et écrivaine pour adultes et pour enfants, Clémentine Melloy, qui publie un roman photo décapant sur nos tics de langage, et l'écrivain Hervé Letellier, vous savez, Vol AF006, l'anomalie, fabuleux prix Goncourt 2020. Tous deux sont toulipotes, c'est un sacrilège. Ils sont membres de l'Ouvroir de littérature potentielle, où se trame depuis 1960 un rapport ludique aux Français qui pourrait être utile dans les écoles. Qui sait? Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir Elisabeth Quint. Vous avez votre idole en face de vous, Clémentine Melloy, qui a écrit quoi? Les chiens pirates. Les chiens pirates, et qui est l'auteur, bonsoir Clémentine Melloy, de ce roman photo hallucinant et hilarant aux éditions du Seuil, Les 6 fonctions du langage, on va en parler tout à l'heure. Et vous êtes venu, nous l'avons invité, vous n'êtes pas venu avec lui qui traînait par là par hasard. Il était là, il est toujours là depuis le mois de janvier. Hervé Letellier, auteur de ce phénoménal prix Goncourt, l'anomalie. Vous en êtes à combien, cher Hervé Letellier? En termes de vente. copies, en termes de vente. Je sais 1 pas. million? Oui, 1 million, je pense. En incluant les livres audio, c'est ça? En incluant le numérique, comme on dit. Le numérique, comme on dit maintenant? Très Voilà. bien. Alors, on va évoquer avec vous les 6 fonctions du langage, nos tics de langage, nos paresses langagières et la manière dont vous, à l'Oulipo, on évoquera ce que c'est que l'Oulipo, triturez, malaxez le langage, et peut-être que c'est une inspiration pour les enfants et pour les maîtres d'école. Allez savoir. Mais d'abord, vos portraits à tous les deux, réalisés par Gaël Legras. L'Oulipo, résister, les livres, c'est la règle de 3 de Clémentine Melloy et Hervé Letellier. L'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, a été créé en 1960. Les amoureux des lettres qui le constituent fabriquent de la littérature en s'imposant des contraintes. En 1947, Queneau avait publié Exercice de style, livre précurseur de l'Oulipo dans lequel il narre 99 fois la même scène de façon différente. C'est au cours d'un concert où l'on jouait du Bach que j'ai pensé que l'on pouvait faire l'équivalent dans le domaine littéraire, prendre un thème et le traiter de multiples façons. Hervé Letellier préside l'Oulipo depuis 2019 et il écrit « Ce groupe de travail composé d'amis, écrivains, linguistes ou mathématiciens comprend 41 personnes dont 22 excusées pour cause de décès. » Jeune homme, Hervé Letellier lisait beaucoup pour, dit-il, résister à l'ennui familial. Romain Gary, Jean-Paul Sartre, mais aussi les Oulipiens Georges Perec, Raymond Queneau et Italo Calvino, l'auteur de Marco Valdo, la trilogie des ancêtres ou encore Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Le but du petit pois est donner l'envie de manger d'autres petits pois. Et alors, le but de mon roman, c'est de donner envie de lire d'autres romans. Hervé Letellier publie Sonate de bar en 1991. Depuis, il a rédigé une 60aine de livres, dont L'Anomalie, bien sûr, dernier prix Goncourt, mais aussi le très oulipien La Chapelle Sextine, un recueil de nouvelles où il n'est question que de sexe. Comme le dit Barthes, c'est répétitif. Donc pour éviter le caractère répétitif de la relation sexuelle, il faut s'imposer beaucoup de contraintes. Tous les personnages permutent sur des règles qui sont celles de l'alphabet.
Avec les livres, Clémentine Melloy entretient, dit-elle, une relation d'amour passionnel. À l'âge de 9 ans, elle remporte un concours d'écriture organisé par Gallimard et gagne 365 livres. Étudiante aux Beaux-Arts, elle compose des petits ouvrages comme ce livre de pommes moches. Plasticienne et écrivaine, elle publie notamment 100 titres en 2014, un recueil dans lequel elle pastiche les classiques. Qu'est-ce qui se passe si on met un texte de François Valéry à la place d'un texte de Paul Valéry? Aimons-nous vivants, s'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. C'est beau. Membre de l'Oulipo depuis 2017, Clémentine Melloy publie aujourd'hui Les 6 fonctions du langage, un roman photo détourné. À l'occasion, elle déclare « Je me pose tout le temps des questions, autant en faire des livres ou des images ». Et ils sont tous les deux avec nous et c'est une jubilation totale ce soir. Les 6 fonctions du langage, Clémentine Melloy. Pourquoi avoir utilisé un roman photo brésilien velu et avec colle, pelle à tarte, pour vous moquer de la manière dont nous parlons tous, enfin plus ou moins certains, pas autour de cette table, nous parlons très bien, mais d'éthique de langage au jour d'aujourd'hui, on va pas se mentir, on va sur un fromage de chèvre et autres fariboles ignobles qui avilissent le français. Pourquoi le roman photo ? Le roman photo, c'est uniquement composé de dialogues déjà. Oui. Donc, quand on veut parler du langage, c'est quand même pas mal. Et puis, ce que vous disiez sur les rouflaquettes, les cols pelle à tarte. Et surtout, c'est des situations complètement archétypales, le roman photo. C'est les grandes passions humaines. L'amour, la trahison, la vengeance, la bagarre. Dans des scènes complètement figées. Vous avez vu ? Oui. La baston, et vraiment tout est figé, et je trouve que ça crée un décalage, et précisément de mettre des paroles d'aujourd'hui, donc je vais partir sur un fromage de chèvre, j'avoue. Voilà, avec ces images qui sont complètement désuètes et complètement figées, je trouvais que c'était une sorte d'exhausteur de goût, d'exhausteur de langage. Ça veut dire quelque chose, cette phrase ? Ça doit vouloir dire quelque chose. Pour Claude, qui est béat. Claude. J'avoue. Parce que vous moquez effectivement de cette type de langage. Je vais partir sur un fromage de chèvre, mais vous vous moquez aussi du langage savant des déconstructeurs du langage. Est-ce qu'au fond, tous les jargons ne se valent pas, qu'ils soient intelligents comme Roland Barthes ou le jargon du coin de la rue? Est-ce qu'ils ne sont pas tous mignons? De toute façon, moi j'ai une espèce de goût pour les mots, de gourmandise pour le langage. Et donc, tout m'interpelle et tout m'intéresse. Et par exemple, le jargon de l'art contemporain, est une source inépuisable, j'imagine. Ordinaire. Je souhaite interroger la notion de langage. Mais il doit y avoir le jargon du milieu maritime. Sans doute aussi le jargon des journalistes, mais il n'est pas très intéressant. Vous imaginez par exemple Roland Barthes qui revient et qui essaye à tout prix de vendre sa théorie à des gens. Il y a une dame qui finit par le braquer en lui disant que s'il continue avec un seul concept, elle le bute. C'est vous un petit peu cette dame-là ? Disons que des fois, on est confronté à des tunnels d'érudition. Alors, des tunnels cinéphiliques pour les cinéphiles, des tunnels... Donc voilà, c'est les gens, c'est les hyper spécialisés. Et des fois, on est kidnappés, quoi. On a envie que ça s'arrête. Et voilà, c'est une façon de m'amuser avec tout ça. Kidnappé, vous avez été vous avez été invité à intégrer l'ouvroir de littérature potentielle présidé par M. Letellier depuis plusieurs années. Pardonnez-moi ? À l'époque, non. À l'époque, donc il n'y a aucune sorte de piston qui explique votre présence à tous les deux ce soir. Qu'est-ce que c'est cet Oulipo fondé, et je rappelle d'ailleurs que vous avez été mathématicien, Hervé Letellier, l'Oulipo fondé en 60 par un écrivain, Raymond Queneau, et un mathématicien, François Le Lyonnais, je crois. Oui. À quoi ça servait de malaxer le français et surtout de créer des contraintes pour quoi faire d'ailleurs ? Ça existait déjà. C'est-à-dire qu'en fait, l'Oulipo s'est constitué comme groupe de travail à partir de 60, mais sur des bases qui préexistaient. Je veux dire, l'Iliade et l'Odyssée, c'est écrit avec des rimes, avec des vers, avec des choses qui sont donc des contraintes. Quand on écrit les Contemplations, quand on écrit une pièce de théâtre comme Corneille ou Racine, il y a déjà des contraintes. Des contraintes qui parfois sont artificielles. Les contraintes des actes, c'est lié à la durée des bougies. Enfin, ce sont des choses qui ne viennent pas forcément d'une contrainte naturelle langagière. Donc on a simplement créé un groupe dans les années 60 qui voulait un peu formaliser et théoriser cette question-là sous la base de 2 directions. La première qui était essayer de faire un recensement, une sorte de vision. Le Saint-Oulipisme, c'est ça ? C'est ça, le Saint-Oulipisme. Le Saint-Oulipisme, qui consistait, enfin l'Anoulipisme, qui consistait à regarder tout ce qui se faisait et faire une sorte d'encyclopédie des contraintes. Et puis le Saint-Oulipisme, qui est plutôt, lui, une création, une tentative de créer à partir des cases manquantes
de nouvelles contraintes. Mais là, quand vous en parlez, c'est très sérieux, pardonnez-moi, on a l'impression que c'était un truc élitiste. Mais en fait, c'était bourré d'humour, et c'est bourré d'humour. Parce que vous inventez les perverbes, des proverbes un peu pervers, les poèmes fondus, enfin toutes sortes de contraintes, mais il y a une dimension follement ludique, et je m'interrogeais, nous nous interrogions, est-ce que ceci ne serait pas utile à des professeurs de français, à des maîtres d'école, pour inciter les enfants à se passionner pour le français et leur expliquer, et à quel point leur prouver à quel point le français est un truc ludique. On est toujours intervenu dans des écoles, enfin, pas, historiquement, ça a commencé à partir des années 70, 75, mais on a toujours fait des ateliers d'écriture, et puis on n'a jamais hésité à l'idée d'aller, entre guillemets, pédagogiser une des démarches oulipiennes, qui est celle de la manipulation. C'est très moche ce mot, pédagogiser. Oui, c'est un vilain néologisme. Je vous conseille de néologisme. l'utiliser dans un prochain livre, au lieu de désagréer. Voilà. Donc, cette idée... Je peux continuer ? Pardon, je vous écoute. Ils sont amis. Donc l'idée générale, c'est de proposer en fait à toute une série de publics, dont celui des écoles, la manipulation. C'est ça. Et par exemple, les perverbes dont vous parliez, c'est très simple. C'est prendre deux proverbes. Qui a bu boira, qui m'aime me suivent, c'est pas un proverbe, ça fait rien. Qui a bu me suivra. Qui a bu me suivre. Ben voilà, par exemple. Alors, vous avez tous les deux un compte Instagram. Une des dernières images sur le vôtre, c'est un bidet. Une des dernières images sur le vôtre, ce sont les cabinets de la Maison de la Poésie que vous avez customisés. Ça nous interpelle. Nadia, on en parle ? Instagram qui est en quelque sorte un gigantesque roman photo. Et vous avez effectivement un compte, il y a un gros fan club de votre compte Instagram à la rédaction de 28 minutes. Vous êtes assez assidu, vous publiez quasiment tous les jours avec... pas de commentaires, mais des hashtags, c'est-à-dire des mots-clés qui font partie de la création, j'imagine. Et ce qu'on a appelé le premier confinement, c'était au printemps dernier, ça vous a beaucoup inspiré. Et puis vous aviez du temps, certainement, dans votre tanière. Ça n'a pas été facile de choisir, mais on peut montrer ces images-là, par exemple. Ça, c'est votre interprétation de l'école à la maison pendant cette période. Donc papa et maman s'ennuient, ils picolent dans la cuisine depuis midi, ils sont complètement cuits. Certains se sont reconnus. Ça, c'est votre interprétation de la fermeture des salons de coiffure. On aurait reconnu Laurent Delahousse et sa chevelure. Ça lui va bien. Encore celle-ci, qui fait référence aux très fréquentes allocutions du président Macron, le discours de Macron. Il va dire des trucs tours. Le mot est vilain, mais c'est ce qu'on appelle du contenu sur Instagram, et en l'occurrence du contenu gratuit, c'est-à-dire qu'on peut y accéder, on n'a pas besoin de payer une place de musée, on n'a pas besoin d'acheter un livre. Ça participe aussi de votre démarche, le fait que ce soit accessible à tout le monde, pour peu qu'on ait un compte. Oui, précisément. Pour moi, j'aime bien l'idée que ce soit gratuit dans tous les sens du terme, ça sert à rien. Et ça ne coûte rien. Oui. Et c'est un moment comme ça, un moment de partage. Et par ailleurs, on peut acheter mes livres en librairie pour pas très cher, ou alors on peut acheter mes œuvres en galerie pour plus cher. Mais disons que pour toutes les bourses, et surtout cette idée-là, on peut dire que c'est du contenu et qu'on clique et qu'on zappe. Mais moi, j'aime bien l'idée d'offrir une image. Et c'est un instant comme ça. Hervé Letellier, l'Anomalie, on le disait tout à l'heure, a conquis 1 million de lecteurs, et ça n'est pas terminé puisque les vacances d'été approchent, comme vous le savez, c'est vraiment propice à la lecture pour le prix Goncourt en l'occurrence. Avec 4, on peut caser une serviette. Absolument, malgré un grand vent à l'île. Je signale au cas où certains douteraient de la nécessité d'en acheter 4. Si on manque de galets. Comme vous y allez. Une série est en cours, et par ailleurs vous écrivez 3 pièces de théâtre ? Je coécris. Vous êtes monomaniaque ? Non, je coécris. D'ailleurs, une des solutions, lorsqu'on ne sait pas très bien comment occuper son temps, lorsqu'il y a eu un prix qui est assez prenant, c'est de travailler avec une autre personne qui vous appelle pour vous dire « j'aimerais bien qu'on avance un petit peu ». Voilà, donc c'est ce qui se passe en ce moment. Et qui peut vous permettre de ne pas choper le melon, jamais. Oui, mais l'Oulipo... Comme on dit dans le vilain langage français. Oui, mais l'Oulipo est une sorte de garde-fou quand même pour... Une école d'humilité ? Oui, il y a des écrivains formidables qui vendent 500 livres... et des écrivains comme moi qui en vendent 1 million. Donc c'est quand même une école dans laquelle on apprend que, d'abord, le succès est quelque chose auquel on ne peut pas s'attendre, voilà, et que les raisons sont toujours un peu complexes à analyser. L'Anomalie d'Hervé Letellier et les 6 fonctions du langage. On peut aussi en prendre 4 et ça bloque l'autre serviette de bain à côté du voisin qui lit l'Anomalie. Voilà, au seuil, et validé par Michel Melloy, entre autres. Votre maman. Oui. Voilà. Merci Clémentine Melloy, merci Hervé Letellier d'être passé sur le plateau, mais là c'est normal, de 28 minutes. Vous avez vu, on fait très attention. Nous passons à notre débat sur le pétrole qui augmente et flambe. Tintin, l'or noir à prix raisonnable. Depuis que les principaux pays producteurs, Arabie Saoudite et Russie, ont décidé de maintenir une réduction de la production de barils, les prix sont à la hausse. Outre les répercussions à la pompe, quelles conséquences pour l'économie ralentie par la pandémie? On en débat après la mise au point d'Amira Swilem.
Les vacances d'été, les Français les attendaient depuis longtemps. La hausse du prix du carburant, un peu moins. Plus 16% en un an. Ce qui est mis dans l'essence ne sera pas mis dans autre chose dans l'économie. C'est dommage. On en profitera moins, c'est tout. On fera d'autres choses qui coûteront moins cher et qui des fois coûtent rien. Parfois, les promenades, des choses comme ça, voilà. Alors qu'il avait chuté un temps, lors du déclenchement de la pandémie, le prix du baril de pétrole repart à la hausse à mesure que l'économie redémarre. En Chine, mais aussi en Inde notamment, les usines tournent à plein régime. La demande est là, mais la production, elle, ne suit pas encore. Une situation qui devait être à l'ordre du jour d'une réunion de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, lundi dernier. Un rendez-vous très attendu, mais annulé à la dernière minute. En cause, une brouille entre Saoudiens et Émiratis. Abu Dhabi aimerait profiter de la demande pour écouler davantage sa production, un empressement qui a le don d'irriter le grand frère saoudien. Ce qui serait le plus sage, ce serait de trouver un équilibre entre nos intérêts en tant que pays producteurs et ceux des pays consommateurs de pétrole. Nous devons privilégier la stabilité du marché, surtout que des pénuries sont attendues à cause de la diminution des stocks. Les États-Unis, premier producteur mondial, peuvent-ils arbitrer le conflit ? Face à la demande, faut-il lever les sanctions contre l'Iran pour profiter de sa production ? Quelles conséquences cette hausse des cours de pétrole aura-t-elle pour nos économies ? 3 invités pour en parler. Hasni Abidi, bonsoir. Vous êtes politologue à l'Université de Genève, spécialiste du monde arabe. Votre dernier ouvrage, un collectif, donc sous votre direction, Le Monde, le Moyen-Orient selon Joe Biden, est paru aux éditions Éric Bonnier. Selon vous, nous assistons plus à une volonté d'affranchissement de la part des Émirats arabes unis qu'à une volonté de conflit ouvert. La guerre de l'or noir est très redoutée en raison de son impact évidemment sur la reprise de l'économie mondiale. À côté de vous, Marc-Antoine Aïl-Mazega, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI et vous considérez que si aucun accord n'était trouvé prochainement, l'alliance de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, risquerait d'imploser puisque chacun va vouloir produire dans son coin et exporter davantage, quelles que soient les décisions prises collectivement. Et à côté de vous, Anna Créti, bonsoir, professeure d'économie à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes directrice scientifique de la chaire Économie du climat. Les épisodes de tension sur les cours du pétrole sont assez fréquents, dites-vous. C'est trop tôt pour parler de guerre, mais c'est une belle opportunité pour les pays producteurs de faire entendre leur voix dans un moment où la reprise va sans doute, évidemment, et c'est sûr, augmenter la demande en pétrole. Nadia, une première question pour ouvrir le débat en 28 secondes. Oui, question de téléspectateurs et certainement automobilistes. Je vous lis sa question. Lorsque les cours du pétrole augmentent, les prix de l'essence s'envolent aussitôt, mais quand ils diminuent, est-ce que le consommateur en profite aussi vite? Anna Créti, ça on l'entend souvent, effectivement, de la part des automobilistes. Est-ce que c'est vrai que les compagnies pétrolières, elles attendent avant de faire baisser la facture à la pompe, alors que quand ça augmente, on le sent passer très vite, si j'ose dire? Est-ce que c'est vrai? L'automobiliste a raison. Ouais. C'est vrai que historiquement, et on l'a constaté et mesuré plusieurs fois, la sensibilité des prix à la hausse est asymétrique, donc on augmente plus vite de ce qu'on ne baisse, même si les temps de répercussion toujours donc, de la hausse de la matière première, donc du baril sur les prix à la pompe, n'est pas non plus un mécanisme complètement direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu flamber les prix du pétrole à 78. On va en parler. Voilà, il faut attendre. D'accord. Alors justement, on va parler prix avec vous et le chiffre du jour. Qui raconte donc la flambée 75 comme la barre symbolique. Des $75 qui, avant-hier mardi, a été dépassé par le baril de Brent. Le baril de Brent, c'est le pétrole de la mer du Nord, c'est le maître étalon, si j'ose dire. C'est avec ça qu'on mesure le cours du pétrole. Bref, on n'avait pas vu cette barre franchie, $75, depuis 2 ans. Question pour vous, Marc-Antoine Aïl-Mazega. Est-ce que cela va continuer? Est-ce qu'on peut penser que le pétrole va repartir les $100 ou est-ce que c'est transitoire? Les fondamentaux du marché plaident, et si l'on y ajoute les facteurs politiques, pour effectivement un baril qui va se maintenir à un niveau élevé. Et en réalité, on va donc avoir une sortie des périodes de récession et puis de crise sanitaire avec un tel niveau parce que finalement, il n'y a pas assez d'offres sur les marchés. L'OPEP agit encore, elle est encore unie. L'Organisation des pays exploitateurs de pétrole. Exactement, qui s'est élargie
de facto à une alliance qui rassemble la Russie, le Mexique, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, des pays qui n'ont jamais fait partie de l'OPEP. Et ceux-là sont très prudents quand même, parce qu'ils regardent ce qui se passe aux États-Unis. C'est le grand adversaire pétrolier de l'OPEP historiquement, en tout cas depuis une quinzaine d'années, du fait de la révolution des huiles de schiste aux États-Unis. Et donc, la demande, elle repart très fort, très très fort. On va dépasser les niveaux d'avant-crise. Et à ce moment-là, du coup, les prix, eux, continuent de grimper. Hasni Abidi, dans ce jeu, on a parlé de l'OPEP, il y a, si on pense que notre intérêt à nous occidentaux est d'avoir plus de pétrole, il y a les gentils, c'est les Émirats qui veulent augmenter la production, et il y a tous les autres, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui veulent la bloquer. Est-ce que c'est un jeu sur lequel nous avons de l'influence ? Comment est-ce que les Émirats et les autres pays exportateurs de pétrole peuvent parvenir à une entente ? Les téléphones ont déjà commencé à sonner entre Washington et Abu Dhabi et Riyad, parce que là, les États-Unis ne peuvent pas supporter cet embrouille entre deux États, les deux économies les plus importantes de la région, et surtout deux alliés stratégiques. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je peux dire, c'est tout bénéfice pour Joe Biden. Si le prix de la pompe baisse, c'est très important. Pour l'instant, il ne baisse pas. Il monte. Pour le moment, il ne baisse pas, mais c'est tout bénéfique pour lui, parce que les Américains ont toujours considéré l'OPEP, et même l'OPEC+, comme un cartel. Qu'est-ce que c'est l'OPEP+, pardon ? L'OPEP+, c'est d'autres États qui ne sont pas membres de l'OPEP et qui sont dirigés par la Russie. Et on assiste à une alliance très intéressante entre l'Arabie Saoudite d'un côté et Moscou. Et Moscou mène cette négociation entre deux États, surtout le trouble fait, Abu Dhabi, qui ne veut pas justement baisser. Moscou et l'Arabie Saoudite veulent maintenir une production relativement basse pour préserver les cours. Abu Dhabi, les Émirats, veulent ouvrir le robinet. Pourquoi est-ce qu'ils veulent ouvrir le robinet ? D'abord, il y a une incertitude sur le marché. Ils se disent, les prix aujourd'hui sont à un prix très intéressant. Pourquoi ne pas profiter et vendre plus de pétrole ? Du court terme. Du court terme. Parce que c'est vrai que le pétrole se vend à court terme, puisqu'ils ont un besoin d'argent frais. Ouais. Le deuxième élément, c'est un enjeu politique. Les Émirats disent qu'ils sont traités injustement par l'Arabie Saoudite et que les Émirats, aujourd'hui, ils ont le droit aussi à élever un petit peu, à augmenter leur quota de production. Un pays dont on n'a pas encore parlé, mais on va le faire avec vous, Nadia, l'Iran. Quel est son rôle ? Oui, parce que c'est l'un des enjeux majeurs de la reprise des négociations sur le nucléaire iranien. Elle pourrait rouvrir les vannes de la production et surtout de l'exportation de l'or noir iranien. On part de très loin, puisque depuis le retour des sanctions qui ont été imposées par Donald Trump, c'était en 2018, la plupart des pays avaient cessé d'acheter du pétrole iranien, et pour cause, ils avaient peur de faire eux-mêmes l'objet de sanctions. C'était l'objectif tout à fait assumé et affiché de l'ancien président américain. Il voulait porter à zéro les exportations iraniennes, priver le régime de sa principale source de revenus. Ça a plutôt bien marché, même si elles ne sont pas retombées à zéro non plus. L'Iran a continué à écouler du pétrole. Elle l'a fait en douce, par exemple, à la Chine. Et puis surtout, elle l'a fait dans de très, très faibles proportions, environ 300 barils par jour, contre près de 3 millions de barils par jour avant Donald Trump. Aujourd'hui, on voit bien donc que ces compagnies pétrolières iraniennes, elles sont dans les starting blocks. Elles ont même du stock, 70 millions de barils, qui sont actuellement stockés sur des tankers en mer. Et la production, évidemment, devrait repartir de plus belle. Anna Créti, quels effets va avoir la levée des sanctions, si elle a lieu, évidemment, sur le marché global ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous venez justement de mettre en avant le rebond que ça peut représenter en termes de disponibilité de ressources. Donc ça, c'est un premier élément, une augmentation de l'offre. Et après, il y a aussi un changement d'équilibre, parce que l'Iran a toujours joué le rôle du pays qui peut abonder à la marge sur les derniers barils qui sont disponibles. Après, les coûts de production n'est pas quand même comparable par rapport à celui des gros producteurs. Et les compagnies étrangères comme Total, par exemple, qui avaient dû quitter le pays au moment des sanctions, est-ce qu'elles peuvent revenir éventuellement pour exploiter à nouveau les gisements ? Potentiellement, oui, mais je ne pense pas que ce soit le moment où des grandes compagnies pétrolières, étant donné aussi les impératifs climatiques, seront quand même prêtes à jouer cette carte. Marc-Antoine Almaziga, on a l'impression que le pétrole, qui est vital pour nos économies, en réalité ne voit pas son prix régulé par des considérations économiques, mais la politique vient toujours en premier, ce qui était déjà le cas à la fondation de l'OPEP en 1960. Absolument.
Évidemment, tout est extraordinairement politique et géopolitique. Les Émirats et l'Arabie saoudite sont des alliés forts, mais de fait, ils sont de plus en plus en concurrence. Donc, au sein de l'OPEP, il y a toujours eu des tiraillements avec l'Iran aussi et d'autres producteurs. Mais ce qu'il faut bien voir... Mais ça a toujours été le cas. La première grande crise du pétrole en 1973, c'est le conflit israélo-arabe. Absolument. Et il y a toujours eu les États-Unis comme l'éléphant dans la pièce, en réalité, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est cette alliance de couloirs, finalement, qui avait provoqué l'effondrement de l'URSS entre les États-Unis et l'Arabie saoudite pour ouvrir les vannes et faire baisser les prix. Alors aujourd'hui, quand même, il faut observer une chose de très près, c'est que la plupart des grandes puissances importatrices de pétrole sont en train de ralentir soit la hausse de leur consommation, ou alors, comme nous, dans l'OCDE, dans les pays développés, en Europe, etc., on est déjà en fait dans une phase de baisse. Pour des impératifs écologiques. Voilà. Donc. Exactement, parce qu'en fait, la mobilité propre se déploie, on va avoir d'autres pratiques, d'autres modes de transport, et ça, c'est très important. Et donc, les producteurs, là, en ce moment, qui négocient au sein de l'OPEP, ceux-là doivent aussi se dire, envoyer un signal prix tellement élevé, au moment de la reprise, c'est très risqué, parce que cela risque de ralentir la reprise, ça va mettre en difficulté beaucoup de pays émergents, et puis surtout, ça va donner un signal fort, par exemple, à ceux qui veulent acheter une voiture neuve, s'ils ont les moyens d'aller vers un véhicule électrique. Évidemment, c'est clair que c'est le moment de le faire. Alors, on va rappeler que l'OPEP a été créé en septembre 1960 et que jusque-là, les compagnies pétrolières occidentales faisaient les prix. Les pays producteurs décident alors donc de s'organiser. 11 ans plus tard, l'OPEP est devenue toute puissante. Regardez, c'est notre archive, elle date de 1971. C'est dans cette salle au ministère des Finances à Téhéran que se tiendra dans quelques heures la réunion extraordinaire des 10 membres de l'OPEP, c'est-à-dire l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Ces 10 pays sont les 6 du Golfe Persique, auxquels il faut ajouter l'Algérie, la Libye, le Venezuela et l'Indonésie. À eux seuls, ils fournissent plus de 45% de la production mondiale et 85% des exportations de pétrole. Créée en 1960, l'OPEP a pour but de permettre aux pays producteurs de s'opposer aux baisses de prix décidées d'une manière unilatérale par les grandes compagnies internationales. L'organisation, qui était à ses débuts ignorée par les grandes compagnies, s'est peu à peu fait reconnaître comme étant un interlocuteur valable. Hasni Abidi, les pays de l'OPEP n'ont pas réussi à s'entendre sur une augmentation éventuelle de la production à la rentrée. Est-ce que nous vivons les derniers jours de l'OPEP, le début de la fin? Est-ce que c'est une organisation obsolète en réalité? Ce que s'est passé entre l'Arabie saoudite et les Émirats, c'est considéré comme un affront. Évidemment, les Émirats risquent de sortir de l'OPEP. Et c'est pourquoi l'Arabie saoudite et d'autres pays ne veulent surtout pas donc, d'une divergence, surtout basée sur des éléments économiques, entre Abu Dhabi et Riyad, parce que la sortie d'Abu Dhabi a été précédée déjà par la sortie d'un autre État, si le Qatar. Et évidemment, la sortie des Émirats va finalement encourager d'autres États à quitter l'OPEP pour dire « nous n'avons plus cette condition-là, nous n'avons plus ce plafond-là, on peut vendre autant qu'on veut » et le cartel de l'OPEP ne veut surtout pas d'une sortie des Émirats. Ils ne sortiront pas pour créer une organisation parallèle et ça va être dissidente. Ça va être difficile, mais ils peuvent toujours rester dans l'OPEP+, parce qu'elles ne font pas partie de l'OPEP historique, mais disons que la sortie des Émirats peut donner des mauvaises idées à d'autres membres. Donc ce sera quoi? L'anarchie, c'est ça Marc-Antoine El Mazzega? Un réajustement. Chacun ajustera ses prix, enfin élaborera ses prix comme il le souhaitera. Jusqu'à la prochaine chute des prix, et là, les uns et les autres se retrouveront autour d'une table. On l'a déjà vu. Anna Crétier, est-ce qu'il y aurait une logique, au fond, une vertu à une décartélisation, à un retour de la simple loi du marché en matière de pétrole? Alors, une logique, c'est sûr qu'elle est difficile parce qu'on parle des pays qui, ensemble, détiennent les 75% des réserves mondiales de pétrole. Donc, il y a quand même une tendance à jouer un peu ensemble. Ces tensions-là ne sont pas nouvelles. Dans l'histoire de l'OPEP, on a toujours assisté à des intérêts qui ont dû un peu s'arranger en dernière minute parce que la force, quand même, de réunir autant de ressources reste plus importante que ces tendances au séparatisme. En revanche, les marchés, par exemple, du gaz n'ont jamais été cartélisés, donc n'ont jamais fonctionné de la même façon et ils n'arrivent pas à avoir la même direction. Donc l'ancrage historique est trop fort pour complètement être libre dans les forces de marché. D'accord. Alors, on va évoquer les conséquences de cette hausse du prix du pétrole sur les États-Unis et nos autres
l'Europe. Vous évoquiez le téléphone qui chauffe entre Joe Biden, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. On écoute porte-parole de la Maison-Blanche. Psaki, porte-parole de Joe Biden, vous avez tout dit. On va voir comment le grand adversaire de l'OPEP, si j'ai bien compris, parle de cette crise qui flambe actuellement dans l'organisation. Nous ne négocions pas directement, mais nous avons eu un certain nombre de conversations de haut niveau avec des responsables d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et d'autres partenaires concernés. Nous sommes confiants quant aux discussions en cours entre les membres de l'OPEP+, en vue de parvenir à un accord. Les discussions en cours favoriseront l'accès à une énergie abordable et fiable. Anna Créti, dans le mot énergie abordable et fiable, je n'entends pas énergie propre. Est-ce que tout ce dont nous parlons actuellement a été décalé par rapport aux grands enjeux de la planète ? Disons que cette crise nous montre une fois de plus que nous sommes en retard et que malgré toute la pression qui est exercée par les organisations internationales, notamment celle de l'énergie, trouve finalement peu d'écho quand, de façon concrète, on se trouve face à la dispute ou la presque dispute sur les prix du pétrole. Donc c'est vrai qu'il y a un oubli colossal de l'énergie propre. En même temps... et pourtant, ce sont des démocrates. C'est une démocrate qui parle. Et Biden a quand même toujours eu ces penchants assez forts pour la décarbonisation. Mais je pense qu'on est dans l'urgence. On est vraiment dans une réaction à chaud. Je pense que les Américains sont très mal placés pour parler du monopole et de la lutte contre les cartels. Parce que s'il y a du cartel et du monopole, c'est d'abord les compagnies, ce qu'on appelle les pétrolières, les majors, absolument, qui est non seulement en lien direct avec la prise de décision à la Maison-Blanche, mais aussi des liens directs avec les États du Golfe. Pardonnez-moi, quelle que soit la Maison-Blanche, quelle que soit la couleur de la Maison-Blanche, quel que soit le titulaire de la Maison-Blanche. Et c'est pourquoi donc, on insiste beaucoup sur cette relation historique entre Riyad et Washington, qui est finalement pétrole contre sécurité. On assure le robinet de pétrole à des prix presque négociés avec les Américains, et les États-Unis assurent la sécurité de l'Arabie Saoudite. C'est pourquoi je ne crois pas vraiment un petit peu à cette prise de parole et à cette leçon donnée par les Américains. Marc-Antoine Mazega, tout à l'heure on a vu un automobiliste qui partait en vacances et qui râlait à la pompe du fait de la hausse des prix. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de la même manière de l'augmentation des biens de consommation quotidiens parce que les transports routiers vont augmenter du fait de l'augmentation du prix du pétrole? Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence pour nous sur les économies, sur notre quotidien? Alors, on est dans une situation, effectivement, où ce n'est pas que le pétrole dont les prix augmentent, mais c'est aussi du gaz, de l'électricité, d'un certain nombre de produits agricoles, de métaux, etc. Parce qu'en réalité, il y a aussi encore dans les chaînes de valeur énormément de problèmes liés à la sortie de la pandémie. J'ai trouvé la personne que vous interviewiez très raisonnable, en réalité, parce qu'il faut bien voir une chose, on ne peut pas faire la transition énergétique avec de l'énergie pas chère. Ça n'arrivera pas. L'énergie est extraordinairement précieuse. Et de surcroît, si elle est propre, etc. Donc en réalité, je veux voir... elle est d'autant plus chère qu'elle est propre, qu'elle est décarbonée. Absolument, absolument. Et je veux voir quand même là, peut-être quand même un moment historique, parce que en réalité, les producteurs ont une chance désormais unique de enfin se diversifier, d'accélérer leur transformation. Et pour ça, ils ont besoin d'un prix du pétrole relativement élevé. Relativement, je ne parle pas de $100. Et peut-être saisiront-ils cette chance. Et quel serait le bon prix? Je suis désolé, vous dites pas $100, on est à 75. Aux environs d'eux, quel est le bon prix du pétrole? Un prix juste, entre guillemets, qui accélère la transition et qui permet de la financer et qui, de fait aussi, empêche un peu de la surconsommation, c'est aux alentours de $65-70. Et surtout, ça ne fragilise pas trop les pays émergents. Ça leur envoie les bons signaux sans trop les fragiliser. Mais une chose est claire, c'est que les prix des solutions alternatives bas carbone n'ont jamais été aussi compétitives. Et donc, pour un certain nombre de producteurs, c'est le moment ou jamais d'accélérer la transformation. Et donc, je pense qu'on va y arriver. Mais il y a une volonté politique à l'échelle globale pour ça, pour cette transformation? Alors, il n'y a pas une volonté commune, mais on oublie souvent qu'en fait, la chute vertigineuse des prix de pétrole, c'est l'effondrement de plusieurs économies. Dans la mesure où on a 2/3 des pays exportateurs sont rentiers de pétrole. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, on oublie l'Algérie, la Libye, l'Irak. C'est des emplois aussi. Bien sûr, c'est des emplois. Si ce sont des programmes économiques, ce sont des transferts sociaux. Toute baisse substantielle de prix de pétrole, ça veut dire du chômage et ça veut dire qu'à l'eau, la FMI, la Banque mondiale et des programmes économiques qui seront très sévères en matière d'emploi et en matière, bien sûr, de couverture sociale. Et c'est pourquoi il faut être très raisonnable. Il ne s'agit pas des pays qui ont le pétrole juste comme un luxe, mais c'est le seul revenu pour ces États.
Alain Créti, le pétrole avait chuté de manière spectaculaire pendant la pandémie. Ce n'était donc pas une bonne nouvelle. Encore une fois, vous parlez de l'impossibilité de s'organiser autour du gaz. Est-ce qu'il y a une voie, un chemin, des gens qui inventent, des gens qui négocient une organisation globale vertueuse qui nous amènerait vers le pétrole à $60 et bonne nouvelle quand je regarderai la télé? C'est tout l'essence de la transition et c'est tout l'essence aussi du jeu de poker qu'on a avec les prix du pétrole. Il y a un an, on a eu un prix négatif du pétrole. C'était justement aussi une conséquence... Il y avait plus de demande de la baisse de la demande et aussi du jeu un peu difficile de la Russie qui avait aussi bloqué certains contrats. Donc derrière, on s'inquiète pratiquement du négatif jusqu'aux $100 pour les barils. Donc à voir que le chemin entre les deux est très difficile. Après, quel est l'impact, quelle est la voie qu'on va entreprendre? Commençons effectivement à déjà nous affranchir du pétrole dans les transports et petit à petit dans la pétrochimie et après dans les plastiques. Donc le chemin est long. Merci. Et d'ici là, tous à vélo pour partir en vacances. Merci à tous les trois. Dans un instant, avec Xavier Mauduit et François Saltiel, l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse à sa résidence avant-hier, un acte atroce qui accroît un peu plus le chaos en Haïti et les députés belges privés de smartphones au Parlement. Mais d'abord, à la soupe de Mathieu Conquet, ou comment les saveurs imprègnent nos musiques. Ce soir, les recettes d'amour. Il est devenu fou. À la soupe aujourd'hui, séduire par les papilles en France. Même Katy Perry ou Migos vous le diront. Qu'il s'agisse de manger, dévorer ou goûter au plaisir, vous devrez à un moment ou à un autre passer par la langue française bien sûr. Et oui, les injonctions du ventre et les désirs du bas-ventre se confondent bien souvent en musique. Salade de fruits, joli, joli, joli. Vous pouvez, avec une certaine élégance, parler par métaphore. Salade de fruits, joli, joli. D'une salade de fruits hawaïenne jusqu'aux fruits défendus. Je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits. Mais on devient vite lourd et s'expose au risque de se faire mettre en boîte. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré? S'il faut évoquer en chanson les bonnes manières, une méthode, voire une recette d'amour, la plus célèbre sans doute est celle de Peau d'âne. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Pour info, ne pas suivre la recette à la lettre, mais seulement son esprit, les proportions et les ingrédients étant laissés au hasard. Moins connu mais pas moins efficace et passionné, on recommandera la recette de l'amour fou de Serge Gainsbourg. Faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter 3 bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est Quoi qu'il en soit, en amour comme en cuisine, soyez-en sûrs, ce qu'il est cuit. Tous les goûts sont dans la nature. C'est bien, Mathieu Conquet. Et ben voilà, merci Mathieu Conquet. Bonsoir, Monsieur Saltiel. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mauduit. Bonsoir. On démarre avec vous à propos de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, assassiné par un commando de mercenaires qui s'est introduit chez lui dans la nuit de mardi à mercredi. Sa femme est absolument grièvement blessée. On ne sait pas si elle est à Miami ou en Haïti. Et vous nous conduisez en Haïti, évidemment, quand le président meurt soudainement, mais en 1847. Oui, le 27 février 1847, c'est la stupeur en Haïti. Le président, Jean-Baptiste Richer, est retrouvé mort. Alors, rien ne laissait présager une disparition soudaine. D'ailleurs, certains évoquent un empoisonnement. En vrai, c'est peu probable. Non, ce qu'il faut se dire, c'est peut-être la version officielle, tout simplement. Il est mort d'épuisement. Il faut dire qu'à 70 ans, il est couvert de blessures, des blessures qui marquent bien ses années de combat pour l'indépendance de son pays, Haïti. Et quand la nouvelle arrive en Europe, alors là, vif intérêt, pas du tout de la part des diplomates, non, mais des financiers. La finance, oui, parce que
Haïti va-t-elle enfin payer sa dette, cette horrible dette que la France a imposée en 1825 à son ancienne colonie pour lui accorder son indépendance? C'est inique, hein, parce que dans la réalité, ce sont les Haïtiens qui ont combattu pour obtenir leur indépendance. Oui, mais voilà, la France dit, si vous ne payez pas, on vous envoie quelques canonnières, alors bon, faut payer. Bonne nouvelle pour les créanciers, le nouveau président se montre assez conciliant, il va discuter de la dette. Ce nouveau président est formidable. C'est Faustin Soulouque, un personnage incroyable qui devient dès lors incontournable dans la presse en France, mais alors pas du tout pour des questions de finances ou de dette, pour d'autres raisons. Écoutez ça, c'est incroyable. Au moment où Soulouque est président en Haïti, en France, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République en décembre 1848. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'autre, voilà, le premier président de la République de notre histoire. Et quand Soulouque proclame l'Empire en 1849, mais c'est pain béni pour les caricaturistes, parce que à travers Soulouque, et c'est de Louis-Napoléon Bonaparte dont on se moque, parce que tout le monde se dit, ce Bonaparte-là va lui aussi bientôt proclamer l'Empire. Donc vous voyez, c'est un jeu comme ça qui permet en plus d'échapper à la censure, d'échapper au contrôle de la presse. On se moque de Louis-Napoléon Bonaparte à travers Soulouque. Quant aux créanciers, eux, c'est très simple, ils rigolent pas. Ils rigolent pas parce que le faste impérial haïtien coûte très cher, donc Soulouque décide de ne plus payer la dette. Alors vous voyez que c'est comme ça, il y a des gens qui se battent pour devenir président, et une fois qu'ils sont présidents, ils se battent pour devenir empereur. Ils n'ont peut-être pas compris l'essentiel de la vie. Moi, je l'ai compris dans cette émission, dans cette troisième partie. L'essentiel, c'est peut-être des valeurs simples et évidentes, par exemple. Avoir un bon copain. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Magnifique, crapule. François Saltiel, alors vous qui nous éclairez depuis des années sur le numérique, qui déconstruisez toutes nos vicissitudes numériques, une affaire concernant les députés belges, le Parlement et leur smartphone. Exactement. C'est vrai qu'on a tous en mémoire ces images de séances parlementaires où on voit les députés qui s'assoupissent, qui lisent les journaux, ou